Ce dessin figure en première page du Rivarol de cette semaine. Il dénonce un islam conquérant, dictatorial et violent à l'assaut de l'Europe. Le défi posé par cette religion n'est en effet pas nouveau. Dans cet ouvrage rédigé en 1912, l'auteur prévenait « L'islam est à nos portes, il est chez nous ». Un siècle plus tard, l'islam n'est plus seulement chez nous, il y prospère. À cela s'ajoute ce mahométisme inquiétant qui surgit. Qu'il faille combattre ce terrorisme religieux avec toute la rigueur nécessaire, j'en suis convaincu. Certains élargissent ce combat à l'islam, vu comme un bloc ennemi. Cette lutte débouche parfois sur des solutions exprimées à l'aide de slogans radicaux. Ce genre de prise de position rappelle cette chanson intitulée « Terroriste » du groupe Skin Légion 88. Seulement, prenons garde de ne pas confondre les causes et les conséquences, sans quoi la lutte restera stérile. Cette livraison de l'organe du Front National, qui dénonçait nos frontières passoires, a plus d'un quart de siècle. Mais rien n'a changé, car la cible principale était ailleurs. En la matière, on pourrait comparer cette société qui se plaint à cet homme qui souffre d'une pancréatite. Bien que son mal soit réel, il aurait tort de maudire ses cellules enflammées et d'en exiger l'ablation, croyant que cela résoudrait le problème. Car l'organe touché ne fait que révéler son alcoolisme, un alcoolisme dont la cause est à rechercher dans un trouble dépressif. Son vrai mal n'est donc ni dans son pancréas, ni dans la bouteille à ses côtés, mais dans son esprit. Au lieu de maudire son pancréas endolori, cet homme ferait mieux de s'interroger. Que me révèle mon problème ? De la même façon, lorsqu'il s'impose à nous comme un danger, le mahométisme révèle un mal plus profond qui ronge nos sociétés. Considérez-vous l'islam comme un bloc ennemi à combattre d'urgence ? Bien qu'ayant sur le sujet une analyse différente, je vous reconnais ce droit et ne vous en chercherai pas querelle. Mais je vous invite à ne jamais oublier ce principe de sagesse. Nous pouvons beaucoup apprendre de nos ennemis. Que nous révèle cette progression de l'islam et aussi ces terroristes musulmans ? Dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué que la radicalisation moderne de l'islam était avant tout une conséquence du jugement de Nuremberg en octobre 1946. Un jugement qui consacra la toute-puissance des systèmes politiques matérialistes et qui permit la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, j'irai plus loin. J'expliquerai qu'au-delà d'une volonté de conquête affichée par certains musulmans, c'est le jugement de Nuremberg en tant que fondement de nos sociétés modernes qui confronte l'Europe au problème de l'islamisme. Vitupérer l'islam, c'est comme vitupérer le pancréas ou l'alcool. Je ne dis pas que c'est dénoncer un problème qui n'existe pas, mais c'est rester à la surface des choses. Pensez ce que vous voulez de cette religion, c'est sans importance, car la réalité est celle-ci. Même condamné par des musulmans sincères, le mahométisme radical surgit et agit chez nous grâce au terreau favorable dont il bénéficie, un terreau fourni par l'implantation toujours plus grande de l'islam en France. Or, cette implantation dérive de l'immigration incontrôlée qui se poursuit, avec en parallèle la hausse continue de l'immigration légale. Ici, certains me remercieront et répondront « Vous avez raison, mais que vient faire Nuremberg dans cette affaire ?» Marine Le Pen a raison de refuser l'évocation de ces sujets qui, d'un autre temps, créent des polémiques et nous éloignent des vrais soucis de nos compatriotes. Le combat doit au contraire partir de cette situation concrète. Dénonçons les méfaits de l'immigration incontrôlée et défendons une politique de remigration. Quand le peuple en aura assez de subir la politique désastreuse de nos gouvernants, alors il comprendra la légitimité de nos revendications et nous rejoindra. Tout cela peut paraître d'une logique implacable, mais à bientôt 50 ans, et avec 30 ans de militantisme derrière moi, j'ai pu en mesurer les limites. Je me rappelle Bruno Gollnisch qui, fin 1991, face à l'état du pays, lançait « J'ai confiance, avant la fin de la décennie, nous serons au pouvoir ». Je me rappelle l'espoir né un an plus tard suite à la percée des régionales.
Pour beaucoup de militants, 1995 verrait sonner l'heure de Jean-Marie Le Pen. Mais les résultats déçurent les espérances et beaucoup ne purent expliquer la cause de cet échec électoral. Un an plus tôt, pourtant, l'hebdomadaire du Front National avait publié un article passé trop inaperçu. Sous le titre « Pourquoi le mythe du crime unique ?», l'auteur écrivait « Il y a la réalité des persécutions nazies anti-juives, et puis il y a le mythe de la Shoah, crime unique, mal absolu, silence de Dieu. Ce mythe, comme tous les mythes, a une fonction psychologique et sociale. Il entre dans la façon dont l'homme se présente le monde aujourd'hui. Partant, il a une utilité politique. » Plus loin, il précisait « Si un front républicain a pu se constituer pour rétablir un cordon sanitaire autour du Front National, c'est par référence ultime à la Shoah. Le Pen dit pas mal de choses vraies, mais il y a le détail et tout son non-dit antisémite. » Face à cela, Marine Le Pen choisit la stratégie de la dédiabolisation, multipliant les déclarations anti-nazis les plus claires, les professions de foi en matière de religion holocaustique et allant jusqu'à faire exclure son père du Front National. Mais ces allégeances au politiquement correct ne purent éviter ni une défaite, certes honorable, face à Emmanuel Macron, ni la débâcle des législatives. Avec 8 sièges seulement, le Front National reste dans les faits confronté au cordon sanitaire. Pourquoi ? Dès 1948, Maurice Bardèche avait apporté la réponse. Nous sommes désarmés et menacés par une idée, et rien d'autre qu'une idée. Rien n'est interdit, mais nous sommes prévenus qu'une certaine orientation n'est pas bonne. Nous sommes invités à préparer en nous certaines sympathies et à installer en nous plusieurs refus définitifs. L'auteur nous avertissait donc que le combat se déroulerait avant tout dans le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi prétendre fonder une action politique sur le concret reste vain, car les faits s'effacent devant les interdits et autres préjugés. L'immigration incontrôlée, le Front National la dénonce depuis plus de 30 ans. Cela n'a rien changé. Pourquoi ? Parce que les Français sont désarmés par une idée qui les somme d'installer en eux plusieurs refus définitifs. Parmi ces refus, Maurice Bardèche désignait tout d'abord le racisme. Déjà. Et 7 décennies plus tard, rien n'a changé. C'est si évident qu'après avoir intitulé son éditorial « L'Europe désarmée face à la grande invasion », Jérôme Bourbon publie ce dessin qui montre une Europe effectivement désarmée parce qu'acculée au mur de l'antiracisme. Un mur infranchissable, car loin d'être une simple opinion, l'antiracisme obligatoire fonde au contraire nos sociétés modernes. Cette brochure officielle l'explique. Morales ou physiques, diffuses ou généralisées, les violences et les discriminations racistes, antisémites et antireligieuses offensent la cohésion nationale et les valeurs essentielles de notre civilisation. Il s'agit donc bien d'un fondement de civilisation. Mais c'est alors que surgit la question primordiale. Pourquoi l'antiracisme devrait-il être une valeur essentielle de notre civilisation ? Parce que, nous dit-on, l'histoire l'enseigne. Le racisme, ça commence toujours comme ceci, par des injures. Et ça finit comme cela, dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Telle est la raison pour laquelle, dans nos sociétés déchristianisées, le racisme est devenu le nouveau péché capital, le péché diabolique. Traditionnellement, le diable, symbole du mal, était représenté sous les traits d'un monstre cornu et muni d'un trident. Aujourd'hui, le mal a un visage. Il porte une mèche et une petite moustache. C'est Hitler. Hitler, cette incarnation du diable qui possédait les masses.
aux enfers, ils étaient traditionnellement représentés avec leurs chaudrons bouillants et leurs monstres dévorants. Ces éléments, on les retrouve dans certaines représentations d'Auschwitz, comme ici avec les tableaux de l'ancien déporté David Holler. Les chaudrons ont juste été remplacés par les fosses et les démons par les SS. Outrance d'un rescapé? Absolument pas. Lors du 60e anniversaire de la libération du camp, les cérémonies s'achevèrent avec l'enflammement des rails. Le lendemain, un magazine belge titra « Il y a 60 ans, les portes de l'enfer s'ouvraient ». Voici quelques extraits du reportage diffusé à l'époque. Devant le Mirador, les portes de la mort, les portes de l'enfer concentrationnel. Car quiconque les franchissait n'en revenait pas. Sous la neige, c'est par le feu que les Polonais ont voulu symboliser la Shoah pour cette commémoration sans précédent. C'est au son du chauffard, cette corne de bélier qui sonnait jadis l'appel au renouveau, le jour du Nouvel An juif, qu'ont débuté les prières multiconfessionnelles. À la nuit tombante, c'est avec une simple bougie que les 44 chefs d'État, chefs de gouvernement et chefs de délégation présents ont rendu hommage aux victimes, dont ceux des 25 pays d'une Europe réunifiée, saluant la plus grande tragédie européenne. Avec sobriété, mais une très grande émotion, la cérémonie polonaise s'est achevée sur un nuage de fumée, symbolisant les cendres des fours crématoires, puis les rails de la rampe de Birkenau se sont enflammés dans la nuit d'Auschwitz. Tout y était, les braises ardentes et le feu. Oui, vraiment, Auschwitz, c'est l'enfer. 10 ans après, la dialectique restait la même. Ici, ils pouvaient assassiner jusqu'à 5000 personnes par jour. C'était un véritable massacre à la chaîne. Nous allons découvrir les secrets d'Auschwitz en compagnie de spécialistes du camp et à travers les témoignages et les œuvres de ces rescapés. Ce voyage va nous amener au cœur de l'histoire sordide du camp et nous aider à comprendre comment Auschwitz est devenu le triste symbole du génocide et de la cruauté humaine. Auschwitz est donc l'enfer auquel mène le péché capital du racisme.